Ouais, alors, en effet, je vous dois des petites excuses parce que, enfin, en fait, j'y suis pour rien, mais jeudi matin, je me réveille comme à mon habitude, je prépare ma matinale, et en fait, il y a une coupure de courant, tout bêtement, dans tout mon immeuble. Donc, bah, pas d'internet, évidemment, plus de lumière, plus rien. Et, euh, et voilà, ça a coupé pendant une bonne heure et demie, donc c'était un peu compliqué. Au début, j'ai failli faire en partage de connexion, mais je me suis dit que techniquement, ça allait être quand même galère, parce que du coup, j'avais qu'un écran, plus de souris, bref. Voilà, c'était pas hyper pratique. Mais du coup, j'espère quand même que vous avez passé une bonne fin de semaine, un bon week-end. Salut Émilie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Bienvenue dans ce chat. Et allez, bon, j'aurais dit bonjour à tout le monde du coup, parce que vous êtes quand même déjà nombreux pour un lundi matin. Salut Farid, Okomari, Exaltation, Protoraman, VVP42, Ubique, Pop Bricolo, Jabibi Fox, Broccoli User, Icam, Ronan Guénou, salut, Radinus, Kyle, Gelob, Poyosa, Cyril. Bienvenue à tous, ici Véronica, salut. Salut Mamie Miam, bienvenue sur ce live. Alors pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, on est ensemble du lundi au jeudi à 7h15. L'idée c'est de faire une revue de presse un peu critique des médias. C'est ce qu'on fait chez Arrêt sur Image, c'est le cœur de notre travail et de notre métier. Salut la propriété, c'est le vol, bienvenue. Salut Ulikumi, bienvenue. Itogolia. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que la semaine s'annonce bien chez vous. Chez nous, elle s'annonce très bien. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez remarqué que le sujet de l'émission de vendredi a changé, puisqu'on devait on devait parler de la grève au JDD, et puis finalement, les événements nous ont tous un peu rattrapés. Et donc, on a préparé un peu en urgence, il faut le dire, une émission sur la mort de Naël et sur évidemment les suites et tout ce qui s'est passé depuis dans les banlieues, mais pas que. Dont on avait déjà un peu parlé la semaine dernière. Donc si vous avez vu la longue matinale qu'on avait faite, je crois que c'était mercredi, peut-être que l'émission vous a paru un peu redondante, mais ça nous paraissait indispensable, évidemment, de revenir longuement sur ce qui se passait, d'autant que côté média, il y avait beaucoup à dire, et on va en reparler un peu aujourd'hui. Mais elle était importante. Oui, je pense que c'était important. Salut Péridote. Alors, Péridote, je vais t'appeler juste Péridote. Bienvenue. Bon réveil à tous. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment, il semblerait que la nuit ait été plus calme cette nuit. En tout cas, c'est visiblement le message qui a été passé, puisque... Salut Charlotte, bienvenue dans ce chat. Puisque c'est les gros titres ce matin. Nuit plus calme, pas d'incident majeur, je crois que c'est les mots utilisés par le ministère de l'Intérieur. C'est ce qui a été relayé par l'AFP. Je voudrais commencer... Alors attendez, hop, on va se mettre comme ça. Comme c'était plus calme, les fachos sont descendus dans la rue à Lyon notamment. Ouais, on va en parler. On va en parler. Je voudrais quand même commencer par autre chose. Parce que je ne sais pas si vous... Est-ce que Twitter Down a pu avoir un impact ou c'est dû plutôt à la répression? Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne pense pas que ce soit Twitter, hein, parce que en fait, tout ce qui se passe depuis quelques jours se passe principalement sur Snapchat quand même. Et mon Instagram, j'ai découvert qu'Instagram aussi était bien vecteur d'image. Je crois pas que Twitter soit... Faut pas oublier que Twitter, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs en France. Il y en a beaucoup quantitativement, mais en fait, proportion de la population, c'est très peu. Donc ça m'étonnerait que Twitter ait joué un rôle là-dedans. Mais c'est peut-être aussi le week-end, je ne sais pas. Et puis probablement aussi que l'énorme mobilisation policière a joué. Hein. Puisque on est, je crois, à 4 fois plus de policiers mobilisés qu'en 2005. Donc c'est quand même c'est costaud. Je voulais... Alors...
Twitter a peu d'utilisateurs comparé aux autres. Ouais, c'est peu, en effet. Je voulais vous parler d'un truc parce que la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était demandé un peu comment il fallait parler de tout ça et ce qu'il fallait montrer notamment. Bon, et évidemment, depuis quelques jours, on a en boucle partout sur toutes les chaînes des images de voitures qui brûlent, de commerces qui brûlent, etc. etc. Et j'ai retrouvé un papier de Libération qui est hyper intéressant. Dinichou, c'est plus calme aussi parce qu'il commence à avoir mis en taule énormément de monde à force. Alors, je ne sais pas parce que pour l'instant c'est un peu dur d'avoir des infos précises sur les suites judiciaires des arrestations et des gardes à vue. Donc on verra, je pense qu'on aura ça dans la semaine. Mais bon, je pense pas qu'il y ait non plus des milliers et des milliers d'incarcérations. Ça m'étonnerait. En tout cas, je pense pas que ça soit suffisant pour jouer sur l'ampleur de la mobilisation. Après, peut-être aussi que certains événements ont calmé un peu les choses, typiquement, paradoxalement, parce que typiquement la maison du maire de l'Île-et-Rose qui a été attaquée hier, ça a pu avoir un effet aussi de sidération sur tout le monde. Salut Blabla, bienvenue. Bienvenue dans ce chat. Oui, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on se demandait pourquoi... Alors, comment montrer tout ce qui se passait. Salut Antoine. Comment montrer tout ce qui se passait, comment en parler, etc. Et puis on en a aussi parlé pendant l'émission vendredi. Notamment parce que, bon, bah, dans ce genre d'événements, très souvent les chaînes d'infos ne montrent que les voitures qui brûlent. Et il y a aussi une raison à ça, c'est que elles ont beaucoup de mal à aller dans les quartiers pour filmer avec des caméras, puisque c'est évidemment plus risqué d'aller filmer avec une caméra, et donc elles se contentent de ce qu'elles peuvent montrer. L'émission était bien, les matinées étaient un bon complément pour rentrer plus en détail dans la chronologie des réactions médiatiques. Vous avez moins insisté sur le fait que le discours policier a changé du tout au tout en quelques heures après la diffusion de la vidéo. C'est vrai qu'on en a moins parlé dans l'émission. Finalement, en fait, on avait prévu toute une séquence dessus, et puis comme la discussion a un peu dévié, on n'y est pas revenu. Salut Jean-Charles, ah bah c'est gentil ça. Il y a eu pas mal de vols de photos si j'ai bien compris. Entre journalistes, ouais, alors il y a eu quelques polémiques, ouais, Rémi Buzine notamment et Clément Lano, qui sont deux vidéastes indépendants, ont accusé le Figaro d'avoir volé leurs images. Et bon, bah c'est malheureusement pratique un peu habituelle, ce genre de choses. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, alors attendez, parce qu'avant le papier de Libé, je voulais vous montrer autre chose. La semaine dernière, Daniel a fait une chronique sur un très bon site qui s'appelle Réfère Image, où il comparait, et en fait c'est marrant parce que je voulais vous le faire le jour où il y a eu la coupure de courant, donc c'est parfait, Daniel l'a fait. Il comparait deux papiers, un du Monde et un du Figaro. Alors c'était au tout début des révoltes, et donc il comparait deux papiers et il expliquait la différence entre ces papiers. L'un qui est signé donc pour Le Monde Luc Bronner, qui est reporter, qui était avant directeur de la rédaction du Monde, et qui a repris son job de reporter en disant j'ai beaucoup aimé être chef, etc., diriger, mais j'avais envie de retourner sur le terrain, et en fait Luc Bronner connaît très bien le sujet des révoltes urbaines, puisqu'il était déjà en 2005 un des principaux reporters sur le terrain. Donc il connaît très très bien le sujet, il connaît très bien le sujet de la banlieue. Salut Tata Siam, bienvenue. Donc Daniel comparait ces deux papiers. Donc un signé Luc Bronner dans Le Monde, qui a été sur le terrain, qui a passé sa soirée et sa nuit sur le terrain. Et l'autre signé du Figaro, qui est en fait, je me suis pas connecté, qui est en fait un récit fait depuis la rédac. Salut Elia, en retard mais bonjour, ça va, t'as rien raté. Et donc Daniel comparait ces deux papiers en expliquant notamment que forcément quand on va sur le terrain, c'est beaucoup plus intéressant que quand on reste dans la rédac. Mais ce qui était intéressant, parce qu'au départ, il y a une phrase dans le papier de Daniel qui m'a fait tiquer.
il dit savoir professionnel, photographe d'occasion. Bronner, donc le journaliste du Monde, envoie à son journal de nombreuses images de voitures calcinées, toujours après extinction. Il sait les effets de compétition et d'imitation que provoquent les photos et vidéos d'embrasement, à la différence des photos de véhicules ou de bâtiments calcinés. Et donc c'est une phrase qui est intéressante, et j'avoue que c'est quelque chose qu'on a l'impression de savoir en permanence. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se dire, bah oui, évidemment que voir des voitures brûlées, ça crée un effet d'entraînement et de compétition. Mais du coup, j'ai cherché les sources. Bronner a écrit un super livre sur les banlieues. Oui, Bronner a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Attendez. J'ai mon chat qui gratte. Luc Bronner a écrit beaucoup sur les banlieues. Il connaît vraiment très bien le sujet. Et donc, sur cette histoire de voitures brûlées, je lisais cette phrase et je me disais, ah bah oui, il a raison. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi il a raison? Parce que j'avais pas souvenir d'avoir lu d'études ou de choses comme ça. Donc j'en ai cherché et j'en ai pas trouvé beaucoup. Et il y a quelques trucs qui ont été écrits. Mais donc j'ai trouvé ce papier de Libé, qui est hyper intéressant, qui date de 1998. Donc ça nous rajeunit pas beaucoup. Mais en fait, Libé s'intéresse aux fameuses voitures brûlées du 31 décembre, qui en France sont un peu une tradition. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que Libé, en 98, a retracé, justement, comment les médias participaient à l'effet d'entraînement entre quartiers, à Strasbourg. Et c'est vraiment passionnant, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord pour le dire. C'est-à-dire que dans ce papier de Libé, il y a à la fois les forces, il y a à la fois le ministère de l'Intérieur, non, c'est Luc Bronner, McCobelboy. À la fois le ministère de l'Intérieur, à la fois les journalistes et à la fois les jeunes des quartiers, qui disent tous, ben en fait, sans les médias, il y aurait probablement beaucoup moins de voitures brûlées. Et donc je voulais vous le lire. Alors, il est un peu long, je vais sauter des passages, mais il est vraiment hyper intéressant. Salut Sidonie, bienvenue dans ce chat. Bienvenue, matinale d'arrêt sur image, tous les jours du lundi au jeudi à 7h15. Et on est ensemble pour 1h30 à peu près, on va dire. Donc je vous lis ce papier de Libé qui est signé de Olivier Bertrand et Nicolas Santolare. Alors, qui était donc envoyé à Strasbourg, je le rappelle, en 1998. Et alors le papier a été publié le 12 janvier, donc en plus c'est juste après le réveillon du Nouvel An. Strasbourg et la Saint-Sylvestre, c'est déjà une vieille histoire. Le premier incident date du 1er janvier 1988, donc 10 ans avant le papier. Dans la nuit, une cocotte minute emplie de nitrate de soude explose dans le quartier de la Méno. Elle arrache le rideau de fer d'une boulangerie, des dizaines de gamins se servent, une voiture est incendiée, un officier de police qui s'est occupé du dossier raconte. Dans les jours qui ont suivi, nous avons interpellé une dizaine de jeunes. Au niveau judiciaire, l'affaire a été rapidement bouclée, mais le pli était pris. Je crois que c'est là qu'a commencé la tradition des réveillons explosifs. La vogue des voitures brûlées va croître jusqu'en 1995. Le 31 décembre de cette année-là, l'association Été Jeunes organise la Funky New Year, une grande soirée dans le centre-ville avec des centaines de gamins venus des cités. Le nombre des voitures brûlées n'augmente pas, une première depuis 1989, mais 17 s'enflamment cependant. Bonjour Makita. Valable aussi pour les manifs, si les médias n'en parlaient jamais, les militants se décourageraient. Oui, alors c'est quand même pas le même... c'est pas la même situation. Moi, je parle vraiment des images de voitures brûlées. Pas de parler de ce qui se passe, évidemment. Un an plus tard, une nouvelle soirée a lieu dans le centre-ville. Pour la première fois, le nombre d'incendies décroît. Nous avons eu 13 voitures brûlées dans la nuit, raconte un policier. Le premier au matin, on était soulagés, on se disait que c'était gagné. Et puis j'ai allumé la radio, les journaux ne parlaient que de ça. Le midi, j'ai regardé la télé, j'ai cru halluciner, on parlait d'une ville en flammes. Jacques Boivin, responsable du bureau régional de TF1. Ce jour-là, vu l'intérêt national, je me suis dit qu'il faudrait penser à anticiper le prochain réveillon. Depuis, Strasbourg devient le feuilleton violent du réveillon. Retour sur l'épisode de cette année. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a à la fois le policier qui dit bah en fait ce que j'ai vu à la télé ne correspondait absolument pas à ce qui se passait sur le terrain, à la télé ou à la radio.
Et on a à la fois le journaliste de TF1 qui dit, bah en fait, c'est ce jour-là qu'on s'est dit que tous les ans on allait aller à Strasbourg. Et on allait y aller un peu avant le 31 pour anticiper ce qui allait se passer et être prêt pour filmer les éventuels incendies de voitures de la nuit du 31. Donc en fait, on a en temps réel la construction d'un feuilleton médiatique. Salut Brutos, bienvenue. Donc, novembre 97, le groupe de rap IAM doit donner un concert à Strasbourg le 25, mais les organisateurs hésitent à annuler. Responsables associatifs et policiers craignent l'embrasement. Tout au long de l'année, des conflits assez durs ont opposé quelques cités, certains ont promis d'en découdre au concert. Et les rivalités, je saute quelques passages, et les rivalités qui grandissent d'un quartier à l'autre, ceux qui habitent dans les autres cités sont jaloux parce que les journaux ne parlent que du Neuf, explique Brahim. Un de ses copains, Hicham, qui vit à Haute-Pierre, répond « Vous, au Neuf, vous êtes trop grande gueule, vous vous prenez pour des chauds ». C'est dans cette compétition que vont s'inscrire les événements de décembre. Le concert, lui, se déroule sans incident majeur, mais depuis, la tension n'est plus descendue. Début décembre 97, juste après le concert d'IAM, une compagnie de CRS arrive à Strasbourg pour sécuriser le quartier Haute-Pierre, particulièrement remuant. Dans le centre-ville, Noël approche, 1,6 million de touristes affluent à Strasbourg, autoproclamée capitale de Noël. Dans le centre, les magasins font des affaires, dans les cités, les CRS patrouillent. Ça n'a pas arrêté, raconte un salarié d'un supermarché de Cronenbourg. Les flics tournaient lentement dans leur voiture et dévisageaient les gamins. Ils les regardaient comme des plaques de voitures volées. Au même moment, des correspondants régionaux de TF1 et LCI adressent au ministère de l'Intérieur une demande pour filmer dans la nuit du 31 au 1er une équipe de la brigade anticriminalité. Cette année, on n'avait pas envie de bouffer de la voiture brûlée à Noël, se souvient Eric Schings, journaliste reporter d'images à TF1. On a décidé de ne pas parler du phénomène avant le 31. Même circonspection à France 2. À Noël, je ne m'affole jamais, les voitures qui crament, c'est un peu la tradition, explique un des responsables de l'antenne régionale, mais la politique est claire, plus on en parle, plus ça brûle, alors je me tais. Lundi 15 décembre, 6 voitures sont en flammes, l'AFP envoie une dépêche, l'incident est considéré comme significatif, il est rare que plus de 4 véhicules brûlent dans la même journée. Le bureau de Paris nous a dit d'être vigilants sur cette affaire, mais le choix de traiter ou non les incendies de voitures révèle d'autres responsabilités, affirme le directeur régional de l'AFP, Sylvain Allard. Le même jour, le préfet de région, Patrice Magnier, fait état d'une augmentation du nombre de voitures brûlées dans l'année, sans précision. La remarque va créer une attente dans les rédactions. Là, on est toujours en 97. Samedi 20 et dimanche 21 décembre, premier jour des vacances scolaires, 3 voitures brûlent samedi matin, et à partir de là, explique Libé, Strasbourg ne connaîtra plus de répit jusqu'au Nouvel An. 50 voitures vont être incendiées avant la Saint-Sylvestre, c'est aussi le dernier week-end avant Noël. La ville accueille 475 autocars de touristes. Le dimanche, raconte Saadek, un adolescent de Haute-Pierre, il y avait des mecs des quartiers de Mulhouse qui étaient montés pour l'avant, ils nous ont chambrés, ils nous ont dit qu'on était des bouffons et que eux passaient à la télé. Noël, dans les cités, 8 voitures brûlent dans la nuit. Pour moi, ce n'est pas un hasard, analyse Josiane Bigot, vice-présidente du tribunal de grande instance. Le centre était calme, tout le monde était en famille, mais les rues étaient magnifiées, tout scintillait, le contraste était saisissant avec les quartiers. Bien sûr, les jeunes ne le formalisent pas, mais je suis persuadé qu'à leur façon, ils ont allumé des feux de Noël. Salut Obé, bienvenue. Vendredi 26 décembre, dépêche AFP, une dizaine de voitures incendiées à Strasbourg. À partir de cette date, l'AFP va relater tous les incidents qui se produisent dans les quartiers. Ces dépêches rappellent systématiquement le nombre de voitures brûlées lors de la dernière nuit de la dernière Saint-Sylvestre. Samedi 27 décembre, nouvelle nuit chaude et nouvelle dépêche AFP, titrée encore 5 voitures incendiées à Strasbourg. Un journaliste de TF1 qui dit « C'est la première fois que je vois une dépêche commençant par « encore ». Beaucoup plus que les gros papiers, c'est ce genre de détail qui affole la rédaction nationale. Sans doute sans le vouloir, l'AFP a fait monter la sauce et il était clair que Paris allait nous commander un sujet. De l'avis de la plupart des médias, locaux ou nationaux basés à Strasbourg, l'AFP a joué un rôle important en tenant une sorte de chronique quotidienne d'un réveillon annoncé. S'ensuit un effet habituel d'entraînement qu'un journaliste local a baptisé « Effet Wall Street ». Mais pour l'heure, la salle des marchés est calme et les gros opérateurs TF1 et France 2 n'ont pas bougé. Le 28 décembre, 8 voitures brûlées, l'AFP poursuit son décompte. France 3 commence à s'intéresser au phénomène et contacte les pompiers pour un éventuel tournage. Le responsable du bureau régional de TF1, Jacques Boivin, l'apprend. Citation. France 3 a dégainé, j'ai tiré, je ne pouvais pas courir le risque de voir des images de la 3 distribuées dans les IVA, donc c'est les banques d'images qui sont à disponibilité de tous les médias.
Cette nuit-là, finalement, François ne fera pas d'image. Jacques Boivin, parti tourner dans les quartiers avec un JRI indépendant, rapportera les premiers plans de voitures en flammes. Le 29 décembre, nouvelle dépêche de l'AFP, 8 voitures brûlées dans la nuit, trentaine de véhicules qui ont connu le même sort depuis Noël et une augmentation globale des incidents en 1997 non chiffrée. La rédaction nationale de France 2 s'agite et commande à ses correspondants locaux un sujet pour 13h. N'apparaîtront que des carcasses de véhicules calcinés. LCI, en revanche, diffuse les images de Boivin, elles sont reprises de 13h de TF1, l'effet est considérable. Une bagnole qui crame, commente un GRI de France 3, ça fait tout de suite Beyrouth. En voyant de telles séquences, on a l'impression que la ville a été à feu et à sang, ce qui n'était bien sûr pas le cas. À midi, nouvelle dépêche de l'AFP, le préfet de région Patrice Magnier annonce que plus de 500 voitures ont brûlé dans l'année. Puis à 16h04, il déclare qu'il y a une corrélation entre la médiatisation du phénomène et la hausse des incendies. Il dénonce des effets d'entraînement ou de compétition, qu'il nourrit lui-même en révélant le dispositif mis en place pour la Saint-Sylvestre, 400 policiers et des centaines de pompiers. Rachid de Cronenbourg explique « Les petits dans la cité, quand ils ont appris qu'il y avait des renforts, ils ont pris ça comme un défi. » Un adulte ajoute « C'est comme Obélix quand les Romains arrivent, il est content. » Dans l'après-midi, une équipe de TF1 arrive devant le dépôt de la compagnie des transports strasbourgeois. Elle attend l'arrivée d'un bus dont la vitre aurait été cassée. La direction s'oppose au tournage. Ils ont fait le siège, c'était une pression incroyable, raconte Marc Le Tourneur, directeur général. Mais on savait que si on les laissait filmer, on aurait d'autres vitres cassées. Il ne faut pas faire de blackout, mais ce n'est pas non plus la peine de renforcer l'émulation. En fin de journée, Le Monde, daté du 30 décembre, arrive à Strasbourg, avec un article d'une demi-page sur le rituel des voitures brûlées. Le soir, France 3 ouvre son journal sur le sujet. Les interviews du Sbeul, on n'a rien inventé. Eh ben non, on n'a rien inventé, c'est pas nouveau. Parce que ça a donc 98, je suis nul en maths, 25 ans. Donc en effet, on n'a rien inventé. Mardi 30 décembre, la veille du réveillon, les deux quotidiens régionaux, les dernières nouvelles d'Alsace et l'Alsace, consacrent une large place aux voitures brûlées. Durant l'année, la presse locale avait été prudente sur le sujet, d'autant plus, explique un journaliste de l'Alsace, que les autorités avaient choisi de ne plus nous communiquer les chiffres des incendies de voitures. Bon, je vous passe cette partie-là qui est un peu longue. Cette fois, donc toujours un journaliste de Dernières Nouvelles d'Alsace, cette fois j'avais choisi d'accorder à l'information une quarantaine de lignes, mais la rédaction en chef m'a imposé d'en faire 100. Le malheur, c'est qu'on se laisse bêtement entraîner par l'AFP ou bien par les articles parus dans les journaux nationaux. Mercredi 31, les rédactions se préparent au réveillon. Un peu partout, des dispositifs spéciaux sont mis en place. Dans son édition du soir, France 3 Alsace ouvre son journal avec un sujet rappelant, image à la pluie, la tradition alsacienne des feux de voiture. Tradition alsacienne étant entre guillemets. Et en précisant que le dispositif policier est cette fois-ci lourdement renforcé. Dès 18h, branle-bas de combat au commissariat central où TF1 vient filmer les renforts des CRS. Les images sont envoyées pour le 20h. 21h, des voitures brûlent dans les cités. Peu de journalistes couvrent la soirée d'Été Jeune, qui réunit 2600 adolescents. Donc rappelez-vous, Été Jeune, c'était l'association qui organisait un concert pour le 31. Dont une bonne moitié venue des cités. Dans la salle, une journaliste de France 2 demande au directeur « Est-ce que vous croyez que je peux trouver un incendiaire ?» 21h30, la plupart des journalistes présents à Strasbourg se retrouvent dans une agence de presse locale qui a pour particularité d'être équipée d'un scanner. Rapidement, l'endroit se transforme en PC course et le maître des lieux, tout en fêtant le 31, oriente à l'aide d'un téléphone portable les reporters sur le terrain. Un peu partout dans la ville, les équipes de télé se mettent au basque de la police avec l'impératif d'arriver sur les incidents avant les pompiers afin d'avoir des images de flammes. Le problème, estime un animateur sportif de Haute-Pierre, c'est que les médias ne viennent que quand ça chauffe, alors les gamins brûlent aussi pour les faire venir, c'est à celui qui aura TF1 ou France 2. 22h dans le quartier de Haute-Pierre, l'équipe de TF1 suit une voiture de police qui atterrit dans un cul-de-sac. Les forces de l'ordre font demi-tour suivis par les journalistes qui se retrouvent rapidement bloqués par une cinquantaine de jeunes. Ils ont vu la caméra, raconte le JRI, et ils se sont mis à donner des coups de pied dans la voiture et à crier « Vous êtes pas aux eaux ». La police fait marche arrière, les jeunes se dispersent. Durant toute la nuit, les médias tournent dans la ville. Jeudi 1er janvier, 4h, l'équipe de TF1 rentre au bureau et monte le premier sujet qui sera diffusé à 6h du matin sur LCI. Sur les radios, les premiers flashs révèlent que des dizaines de voitures ont brûlé dans la nuit. Les responsables de France 3 Alsace décident de consacrer à midi une édition spéciale aux événements. Un journaliste de la station locale, ouvrez les guillemets, la télé dans cette affaire a joué un rôle capital pour une raison toute simple. Quand vous faites cramer une bagnole, il vaut mieux d'étaler tout de suite.
Les flics, une fois sur place, sentent les mains de tout le monde pour détecter d'éventuelles odeurs d'essence. Pour les incendiaires, le seul moyen de voir le résultat, c'est le lendemain devant le poste. Vendredi 2 janvier, l'équipe de TF1 décide à partir de cette date de ne plus diffuser d'images de voitures en flammes. Dans cette affaire, explique Jacques Boivin, il faut être conscient de nos responsabilités. Alors ce qui est amusant, puisque Jacques Boivin, c'est celui qui avait participé à la course aux images au début du papier de Libé. Dès le début, j'avais pris le parti de ne pas nommer les quartiers où se produisent les incidents pour ne pas encourager la compétition. Le préfet révèle les statistiques complètes des incendies. Alors on notera au passage que ne pas nommer les quartiers, c'est une mesure intéressante, mais a priori les habitants des quartiers reconnaissent très bien les images, hein, puisqu'ils y habitent, donc ils savent où c'est filmé. Le préfet révèle les statistiques complètes des incendies. Le lendemain, les DNA, donc les dernières nouvelles d'Alsace, donnent les chiffres dans un court papier au ton inspiré des comptes rendus de match. Il aura dans les cités un écho considérable. De Haute-Pierre au Neuhoff, tous les adolescents rencontrés en ont eu connaissance. Rachid de Cronenbourg l'a gardé plié dans son portefeuille. Ils écrivent que le Neuhoff arrive en tête, loin derrière le quartier de Haute-Pierre suivi par la Méno. Le centre-ville occupe la dernière position, on croirait le championnat de foot. Ils veulent quoi? Que Haute-Pierre mette les moyens pour prendre en tête? Franchement, c'est de la provocation, les médias, des fois, vous faites n'importe quoi. Mardi 3 janvier, les premiers adolescents interpellés passent en comparution immédiate. Leur avocat apparaît sur les chaînes, il n'a demandé aucun renvoi. Ses clients sont jugés dans un climat passionnel. Plus tard, il confiera à Libération son penchant pour le Front National. À l'audience, le substitut Nicolas Besson parle systématiquement des médias qui ont fait tranquillement monter la mayonnaise. Les œufs cassés, il les facture aux jeunes au prix fort, en requérant de lourdes peines. Voilà, lecture un peu longue, mais à mon avis très éclairante. Parce que ça n'a pas changé finalement. On a l'impression de voir exactement la même chose aujourd'hui. On a vu la même chose depuis 5 jours, entre Nanterre, Aubervilliers, Bobigny, Pantin, l'Haye-les-Roses, d'autres villes un peu partout en France. Et en fait, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on a l'impression que rien n'a changé depuis. Donc ça, c'était il y a 25 ans. Rien n'a changé et on n'a toujours pas appris, et c'est même évidemment encore pire puisque maintenant c'est en continu. Parce qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas de chaîne d'info en continu, c'était le JT à 13h et à 20h, les journaux, et en plus 98, il y a Internet, mais pas comme aujourd'hui, pas les mêmes usages qu'aujourd'hui. Donc il faut imaginer ça, cet effet-là, exponentiellement augmenté par les chaînes d'info, qui sont en boucle. Nous, on a regardé notamment BFM et CNews toute la semaine dernière, et même j'ai continué un peu à regarder ce week-end. C'était littéralement en boucle, du matin au soir. Il n'y avait quasiment rien d'autre à l'antenne. Hello, salut Galudo. Chaud l'avocat, j'espère qu'il s'est fait radier, il reconnaît à demi-mot qu'il n'a pas travaillé dans l'intérêt de ses clients. Alors oui, je ne sais pas du tout. Honnêtement, j'ai pas regardé ce qu'est devenu cet avocat. Mais d'ailleurs, il n'y a pas son nom, je crois, sur le... Ouais. Il n'y a pas son nom dans le papier de Libé, donc je ne sais pas ce qu'est devenu l'avocat. Mais voilà, et alors ce qui est intéressant, c'est que donc dans l'émission de vendredi, Yumi Kezouf, qui est journaliste à Mediapart, expliquait notamment ce phénomène par le fait que, bah oui, les chaînes d'info ne peuvent pas rentrer dans les quartiers, parce que la caméra, c'est pas possible. Il disait, nous, à Mediapart, on va pas avec une caméra filmer ce qui se passe, parce que la caméra, c'est le symbole absolu de la détestation des médias, du rejet de la médiatisation, de la façon dont on parle d'eux, etc. Et donc il disait, non, c'est pas possible de rentrer avec une caméra. Ce qui pour une chaîne d'info est évidemment un problème, puisqu'il faut des images. Par définition, quand vous êtes une chaîne d'info en continu 24/24, ou presque, parce qu'il y a des replays dans la nuit, mais il vous faut des images pour alimenter l'antenne. Et donc qu'est-ce qu'on prend? On prend ce qu'on trouve, soit ce qu'on peut filmer, c'est-à-dire à l'extérieur, ou à la bordure des zones où c'est le plus chaud. Donc ça va être les voitures brûlées, on filme les pompiers, on filme Salut Orange Peak, on filme les policiers, soit on récupère ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et nous, ce qui nous a beaucoup marqué depuis, avec Adèle, qui est notre journaliste documentaliste slash monteuse, ce qui nous a beaucoup marqué sur les chaînes d'info, et notamment BFM TV, c'est à quel point ils reprenaient sans aucune distance les contenus qui circulaient sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que il reprenait Snapchat, il reprenait Instagram, il reprenait Twitter, etc. Et donc forcément, il reprenait des vidéos de plus en plus spectaculaires, de plus en plus incroyables, parce qu'il faut toujours aller plus loin et montrer encore plus. Et donc quel est l'effet de tout ça? On imagine que si en 98 déjà les jeunes s'entraînaient entre eux pour savoir quel quartier allait avoir les meilleures images au JT, imaginons maintenant. À mon avis, l'effet est exactement le même, probablement décuplé, avec le problème que, donc, on n'a toujours pas appris, quoi. C'est assez dramatique. Salut Karamazov, bienvenue. C'est assez dramatique. Et alors, je ne sais pas si vous avez regardé, vous, les chaînes d'infos, peut-être pas la semaine dernière. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas regardé les chaînes d'infos parce que c'était trop anxiogène. Et il y avait une séquence assez surréaliste, c'était jeudi soir sur BFM TV, et donc ils filmaient à Marseille, puisque ça commençait à chauffer à Marseille. Et donc à un moment, il y a une séquence, je crois que c'était vers 21h, je l'ai pas retrouvé, je l'ai pas cherché pour être honnête. Mais c'était vers 21h, dans la soirée en tout cas. Donc ils filmaient à Marseille, et j'allume ma télé. Est-ce qu'il y a eu des cas de vidéos non vérifiées qui dataient de plusieurs années? Alors, qui dataient de plusieurs années, je ne sais pas, mais il y a notamment une vidéo, mais alors, qui n'a pas été diffusée dans les médias généralistes, hein, qui est restée cantonnée aux réseaux sociaux. Une vidéo où on voyait un policier au sol se faire frapper, et était visiblement inconscient. En fait, c'était le tournage d'un court-métrage. Mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé. Et beaucoup de reprises disant regardez, il frappe des policiers. Classique, ouais, classique. C'est vrai qu'on a souvent ce genre de cas. Et donc jeudi soir à Marseille, j'allume ma télé, je tombe sur BFM TV. Et donc il y a Maxime Switek, et il y a quelqu'un qui fait un duplex depuis Marseille. Et qui fait un duplex avec son téléphone portable, et il est en mode selfie, donc il se filme lui-même. Et il dit voilà, là vous pouvez voir, il y a des voitures brûlées, il y a des voitures calcinées, machin. Et Maxime Switek lui dit bah non, mais si vous êtes en selfie, on peut rien voir. Je sais plus comment il s'appelle, je sais pas moi, Florian. Florian, si vous êtes en selfie, on peut rien voir, il faut que vous retourniez votre caméra. Et donc, BFM coupe la retransmission du téléphone portable et passe des images d'illustration, et donc on entend Florian qui dit ah oui mince, j'avais pas fait gaffe, et donc il arrive à retourner sa caméra. Et là, s'affiche en bas de l'écran un petit, ce qu'on appelle un synthé, donc c'est ce qui vous donne le nom de la personne qui est en train de parler, avec marqué Florian, habitant de Marseille. Et donc Florian, habitant de Marseille, filme dans la rue et dit bah voilà, là vous pouvez voir des voitures brûlées, là vous pouvez voir des trottinettes calcinées. C'est vrai que ça a été plutôt chaud cette nuit, on n'a pas l'habitude à Marseille. Et en fait, BFM n'avait donc, a priori, pas de journaliste sur place, et donc a demandé à un habitant de Marseille de faire le travail d'un journaliste. Ce qui est assez surréaliste, parce que c'est pas juste un témoignage, c'est quelqu'un qui l'a fait une sorte de reportage en direct, et ils l'ont payé. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont payé, mais la séquence est assez dingue. Parce que, du coup, on se demande comment ils contrôlent l'antenne. C'est-à-dire que si Florian décide de raconter n'importe quoi à l'antenne, comment ils font? Et bon, c'est évidemment, encore une fois, la course à la vitesse. C'est-à-dire que comme ça commence à Marseille, il faut être sur place. Comme on n'a pas forcément encore quelqu'un sur place, et ben, il faut quand même y être. Donc on trouve quelqu'un qui fait le job, mais qui a priori n'est pas journaliste professionnel, qui a pas de matériel, puisque donc il est avec son iPhone, et puis on sent bien qu'il a du mal à s'en servir, parce qu'il se filme lui-même au départ. Et la séquence était vraiment assez surréaliste, quoi. Mais bon, bref, je vous envoie ce papier de Libé, alors même si je vous l'ai lu, mais si vous voulez le revoir, hop, je vous le mets là, parce que il est vraiment éclairant. Après, ils peuvent faire le contradictoire s'ils racontent des trucs qu'ils n'aiment pas. Ouais, mais bon, c'est problématique quand même. Le direct, c'est vraiment du direct, il n'y a pas une marge de sécurité de 2 minutes. Alors, je ne crois pas, Datasiam, mais honnêtement, j'ai un petit doute. Je sais que certaines émissions
Notamment, je crois que c'est quotidien où il y a un petit délai. Je crois qu'il y a vraiment 4-5 minutes de délai. Mais je crois pas qu'à BFM il y a un délai. Oui, donc Kobe qui disait, bah, après il peut faire le contradictoire s'il raconte des trucs qu'il n'aime pas. Oui, mais en fait c'est dangereux parce que vous savez pas à qui vous confiez l'antenne quoi pendant. La séquence n'a pas duré des heures. Hein. Ça. J'ai vu pas mal de lives sur les réseaux sociaux, notamment de médias très mobiles comme Brut. J'imagine qu'un journaliste était équipé d'une petite caméra sur la poitrine ou de son téléphone. Ouais, alors Brut, il filme à l'iPhone. Hein. Tous ces lives-là, Brut, au final, c'est ce qui semblait être le plus proche de la réalité. Ouais, alors ça dépend des lives quand même. Parce que notamment, sur certains lives de Brut, ils sont très très collés à la police. Parce que c'est risqué de s'en éloigner. Et donc fatalement, vous montrez un côté des choses, quoi. Comme dans les manifs d'ailleurs. Hein. Dès qu'on filme derrière un cortège de policiers, c'est que vous filmez pas l'autre côté. Par définition. C'est quoi la différence avec quand ils interrogent des passants, des gens par téléphone, etc. Bah, la différence, c'est que quand t'es journaliste et que t'interroges un passant, tu dis aux gens que t'interroges un passant. Donc tu sais que ce que tu vas avoir est potentiellement sans filtre, mais c'est établi que c'est quelqu'un dans la rue. Bon, par ailleurs, on pourrait parler des micro-trottoirs pendant des heures, mais bon, admettons qu'on fasse un micro-trottoir, on admet qu'on fait un micro-trottoir. Et donc, bah, on sait que ce qu'on va avoir en face n'est pas forcément filtré et qu'il va peut-être falloir ensuite le filtrer. D'ailleurs, ça arrive parfois que, notamment dans certaines, je sais pas moi, dans certaines manifs ou dans certains meetings politiques ou ce genre de choses, on interroge quelqu'un en direct et c'est arrivé que parfois les journalistes disent oui bon bah c'est bon, on va passer à quelqu'un d'autre parce que soit la personne dérape complètement en sortant, je sais pas moi, des propos racistes, soit bon, on sent que on va perdre la maîtrise de l'antenne. Donc déjà il y a cette différence là qu'on annonce que on va interroger quelqu'un qui n'est pas là pour faire un travail de journaliste, qui est là pour donner son avis sur quelque chose. Là la différence c'est qu'on prend quelqu'un de lambda, ce qui n'est pas une insulte, je veux dire, c'est juste quelqu'un qui n'est pas journaliste professionnel pour faire le travail que devrait faire un journaliste professionnel. Sauf que le journalisme, il y a des règles, il y a des codes, il y a des choses à respecter. Donc là, vous pouvez pas savoir si... Alors pardon si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui est en folie. Là, vous pouvez pas savoir si cette personne va faire le travail correctement. Même problème qu'avec les experts invités qui n'ont aucune expertise, c'est malhonnête de pas qualifier honnêtement la personne. Oui, alors là, en l'occurrence, c'était marqué. Il y avait marqué, donc, je sais plus comment il s'appelait, mais il y avait marqué habitant de Marseille. Mais c'est, bon, c'est très insuffisant, parce que comment vous contrôlez que cette personne ne va pas faire n'importe quoi. Et par ailleurs, il y a aussi la question de comment vous l'assurez sur le terrain. S'il y a un problème de sécurité, est-ce que c'est à lui de prendre ce risque, quoi, plutôt qu'à des journalistes. Donc voilà, la séquence était vraiment très étrange. Il nous faut des images de preuve du chat qui fait du bruit, sinon on n'y croit pas. Alors, je ne vais pas bouger tout mon setup, mais je vous assure qu'un jour vous verrez ce chat parce qu'il est vraiment très agité le matin. Les journalistes pros font pas nécessairement non plus le travail correctement. Non, bien sûr, Shadok, évidemment. D'ailleurs, on parle que de ça tous les matins. Donc, je sais bien que tous les journalistes pros ne font pas. Et d'ailleurs, en l'occurrence, dans cette séquence, il n'y avait pas de problème, à part le fait que, encore une fois, on ne montrait que des carcasses de voitures, mais bon, sur le reste, il n'y avait pas de... La séquence n'était pas en soi problématique, c'est juste que ça m'a surpris parce que je me suis dit, mais ouais, si on se met à faire ça partout, parce qu'on n'est pas encore sur place ou qu'on n'a pas le temps d'aller sur place, ça va devenir compliqué de distinguer qui fait quoi entre les journalistes et les passants. Donc voilà, et bon, après ça pose évidemment des questions de plein de choses, de est-ce qu'il est rémunéré, est-ce qu'il est assuré, est-ce que machin, mais ça c'est d'autres problèmes, et puis de comment ils l'ont trouvé aussi, je me suis demandé ça. Est-ce que c'est un ami peut-être d'un journaliste qui est venu sur place, est-ce que c'est... Bref, 1000 questions.
BFM qui ubérise la fonction de journaliste. Ouais, alors je sais pas, je pense pas que ce soit généralisé. Hein. À mon avis, là, c'était un truc d'opportunité de mince, ça pète à Marseille et on n'y est pas, donc vite, trouve quelqu'un qui est à Marseille et qui a un téléphone et qui peut filmer à peu près correctement. Donc on imagine en effet que c'est soit un ami, soit une connaissance, soit quelqu'un, mais donc voilà, c'était intéressant parce que encore une fois, en plus, on montrait toujours des voitures brûlées et même des trottinettes brûlées, ce qui était visiblement le summum de ce qu'il fallait montrer. Et du coup, alors, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on a pas mal discuté de comment il fallait parler de ce qui se passe. Est-ce qu'il fallait parler d'émeutes sarcastiques? C'est surtout pour avoir les images avant ces news. Oui, oui, mais il y a aussi évidemment une question de compétition, hein, forcément. Comme je disais, sur les chaînes d'infos, il faut des images. Donc, on va aller les chercher où qu'elles soient, quoi. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... Alors, Galudo, dans le traitement de l'info, je suis assez choqué de cette occultation quasi systématique de l'élément déclenchant, à savoir la mort, dixit les médias, de Naël, pour pas dire meurtre. On va s'émouvoir d'un policier qui se prend un tir de mortier à 5 mètres de distance, alors que Naël c'était à 50 cm. Il y a aussi le rapport quotidien des forces de l'ordre blessées et jamais des jeunes, donc ils auraient un ordre de retenue, mais vu les forces déployées, c'est assez difficile à croire. Alors, sur l'effacement de la mort de Naël, c'est assez vrai, depuis maintenant samedi. C'est toujours rappelé en une phrase, mais ensuite, ça a complètement disparu. Mais d'ailleurs, tout le sujet police a disparu. Hein. C'est-à-dire que on n'a jamais aussi peu parlé de la police que depuis 5 jours. Alors que le jour de la mort de Naël, on nous promettait plein de débats sur le rôle de la police, sur le comportement de la police, sur la formation de la police, et au final, on ne les a jamais eus, ces débats. Tout a été emporté et effacé par ce qui se passe depuis 5 jours. Et ensuite, sur le rapport quotidien des forces de l'ordre blessées, oui, il y a aussi ça, et comme je le disais, je sais plus quand, on en a aussi parlé de ça il y a 2 semaines peut-être, je disais qu'on n'avait jamais le détail de ces blessures, c'est-à-dire qu'on a toujours, je sais pas moi, 150 policiers blessés, mais on sait jamais dans quelle mesure ils sont blessés, est-ce que c'est des blessures graves, est-ce que c'est des entorses, bref. Et surtout, on n'a pas non plus en effet le nombre de jeunes qui ont été blessés, alors que typiquement... dans l'émission de vendredi, Youmni Kezouf, qui bosse à Mediapart et qui était dans la nuit à Nanterre avec Lamar, disait, lui, avoir soigné des plaies sur des jeunes qui avaient été blessés par des grenades de désencerclement, notamment. Donc il y en a des blessés. Mais est-ce que ces blessés-là vont à l'hôpital? Est-ce que... Bon, on sait pas. C'est ça le problème. Pourquoi les tutoriels incriminent-ils toujours les jeux vidéo, internet et les réseaux sociaux? Et Mélenchon ne se pose pas la question du problème de la police. Alors ce qui est amusant sur cette histoire, amusant avec des guillemets, sur cette histoire de jeux vidéo, c'est que typiquement, j'ai l'impression que ça n'a pas pris du tout. J'étais assez étonné d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce que ça ouvre un immense débat sur les jeux vidéo. Et en fait, pas du tout. Je pense que tout le monde s'est dit, bon, je sais pas pourquoi il nous parle des jeux vidéo, mais et des réseaux sociaux, parce que c'était les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Et ça n'a pas pris. Même sur CNews, samedi, ils étaient tous là. Bon, c'est ridicule. J'ai joué dans un club dans le centre de Paris vendredi, j'ai vu littéralement 30 bravem poursuivre un seul type qui criait « j'ai rien fait, c'est l'ambiance ». Ouais. Je pense que c'est la répétition de cet argument démonté à chaque fois. Oui, je pense qu'il y a un truc un peu... Oh là là. Même chez les gens plutôt enclins à soutenir ce genre de théorie, même là, ils se disent « oh non, mais on va pas nous sortir les jeux vidéo maintenant, quoi ». Dire ça, c'est quand même toute la dimension politique de la situation. Ouais, évidemment. Mais d'ailleurs, tout ça ne sert qu'à éclipser le débat sur la police. Hein. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Pourquoi personne ne parle de la police depuis 5 jours? On n'en parle pas. CNews ne pas sauter sur une panique morale, c'est donc ça le multiverse. Ouais. Et alors même sur CNews samedi,
il y avait Gilles Bourdoulex, qui est élu LR bien à droite, qui disait oui, tout ça c'est la faute de l'islamisme. Parce que dans les banlieues, les imams radicalisent les jeunes, et donc ils font des... Donc ensuite ils vont tout casser, quoi. Et bah même sur le plateau de CNews, ils étaient unanimes pour dire que c'était complètement débile comme argument. Et là, j'avoue que j'étais dans mon canapé et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, salut Caïman 427, bienvenue. Vous avez lu l'article de Mediapart sur la cagnotte? Ouais, on va y venir à la cagnotte, on va en parler. Je trouvais le langage utilisé par les médias intéressant aussi. Émeute n'a pas la même connotation que violence urbaine ou que révolte. Alors ça, c'est une transition parfaite, parce que je voulais justement en parler. On en a parlé la semaine dernière, parce qu'on voyait bien que les médias ne savaient pas trop sur quel pied danser. On avait violence, on avait émeute, on avait affrontement, on avait tout ça. Et donc, on en a parlé dans l'émission, évidemment. Et on a posé la question à nos invités, notamment Elena Berkaoui, qui est rédactrice en chef du Bondi Blog, et Youmni Kezouf, qui est journaliste à Mediapart. Je vous affiche ça. Et je voulais vous montrer l'extrait parce que je trouve que la discussion est intéressante pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, et puis ça vous donnera envie d'aller la voir. Alors sachez que, a priori, cette émission sera rendue gratuite assez vite, puisque beaucoup de monde a voté pour qu'elle soit rendue gratuite. Donc, tac, alors c'était à 40 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Hop. Donc on avait diffusé un extrait de chaînes d'infos et de médias, etc. Et puis dans l'extrait, on entendait évidemment beaucoup d'expressions différentes, notamment émeute. Et du coup, ma question c'était, au Bondi Blog et à Mediapart, comment on parle de ça? Est-ce qu'il y a une réflexion globale? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que, bref, comment on fait? Est-ce que chacun fait comme il veut, etc. Je me mute et je vous mets l'extrait. Oui, mais en fait, nous, on est né justement à la suite des révoltes urbaines de 2005 et l'idée, c'était de donner la voix aux habitants des quartiers populaires et de couvrir ce qui se passe dans les quartiers populaires. Donc, il y a une réflexion qui s'est faite aussi sur la couverture médiatique des révoltes urbaines de 2005, j'insiste. Ah non, mais en fait, le terme émeute, il pose question parce qu'en fait, oui, il est rentré dans le langage courant, peut-être par facilité de langage, mais c'est un mot qui est lourd de sens. Émeute, enfin, c'est presque animalisant en réalité. Et surtout, ça décharge totalement le caractère politique de ces révoltes. Parce que ces révoltes-là, elles adviennent pas par hasard. Elles adviennent parce que ça craque de partout. Aussi parce qu'il n'y a pas d'autres canaux de communication pour exprimer sa colère. Il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres canaux, oui. Donc oui, c'est important d'utiliser le terme révolte parce qu'il appuie sur le caractère politique, en fait, de cette réaction, quoi qu'on en pense par ailleurs. Mais c'est pas simplement des jeunes qui disent tiens, je vais sortir dehors, je vais risquer 8 ans de prison, parce que c'est ce qui s'est passé pour de précédentes révoltes, où en fait, quand les gamins sont pris, qui comparaissent et compagnie, les peines de prison sont extrêmement lourdes en réalité. Donc décider de sortir dehors et d'exprimer sa colère de cette manière-là, c'est pas anodin. Nous, on considère que c'est pas anodin. On est journaliste, on n'est pas juge, donc on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, ceci, cela. On voit juste que c'est chargé de quelque chose. Et d'ailleurs, quand on parle, au sein de notre rédac, parce que notre rédac est composé essentiellement de jeunes de quartier populaire, quand on parle dans notre rédac, il y a des discours qui sont très politiques. Donc en fait, c'est amoindrir les choses, c'est les distancier, c'est aussi, à mon sens, une manière, encore une fois, de stigmatiser ces jeunes-là. C'est une manière aussi de déplacer le débat, de faire d'ailleurs, parce qu'il y a la construction du jeune de quartier, une construction médiatique qui doit beaucoup à Nicolas Sarkozy par ailleurs, mais on ne peut pas s'arrêter là en fait. On peut pas rester sourd
aux revendications qui sont par ailleurs formulées. Parce que le reste du temps, on est sourd. C'est aussi peut-être pour ça qu'il y a ces réactions-là. Yumni Kezouf, à Mediapart, est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous avez réfléchi à ce vocabulaire et lequel vous employez? C'est tout à fait posé la question. On n'a pas arrêté de termes à utiliser ou à ne pas utiliser. En revanche, il est évident qu'on en a discuté entre nous, de savoir quels termes on utilisait et surtout pourquoi. Et effectivement, tout ce que vient de rappeler Elena est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, les termes, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont un passé, ils ont un passif, ils ont une charge symbolique très importante. Et ils sont évidemment à manier avec précaution. Moi, à titre personnel, j'essaie d'éviter d'utiliser émeute le plus possible. Je crois que je ne l'ai pas utilisé dans mon reportage de cette nuit, parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai constaté cette nuit à Clamart, à Nanterre, en discutant avec des jeunes, c'est l'extrême politisation et politique, l'aspect ultra politique de ce qui est en train de se jouer. Contrairement à ce qu'on entend, contrairement à ce qu'on peut lire, parce qu'en fait, pour ça, il faut parler à ces gens-là, il faut les écouter. Mais ce qui se joue est extrêmement politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ils nous parlent de la police, ils nous parlent des rapports avec la police, ils réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire. On a pu lire à droite, à gauche que tout brûlait, que c'était complètement aléatoire, etc. C'est pas vrai. J'ai rencontré à Clamart où la veille, un tram a été incendié, une rame de tramway a été incendiée près de la cité. Des jeunes de 15 ans qui repensaient à ça, qui disaient le tram, c'était une erreur, on n'a pas bien fait de mettre le feu au tram parce que on pénalise nos darons, nos daronnes qui l'utilisent pour aller travailler, c'était pas une bonne idée. C'est les commissariats qu'il faut viser, c'est pas les tramways. Le responsable, c'est la police, c'est pas les RATP. Hop, voilà. Alors, je reprends les questions. Comme la grogne des travailleurs. Alors, il en parle en plus, Yumni, je crois que c'est un peu plus loin dans l'émission. Mais il en parle, ouais, en disant il n'y a pas de grogne des travailleurs, il y a des travailleurs en colère. Hello, individuellement, ça peut être de la révolte, mais en groupe, c'est des émeutes. Laurent, salut. C'est tout le débat qu'on a eu sur le plateau et qu'on a régulièrement ici depuis quelques jours. Nous, alors, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez noté, et je m'en suis rendu compte après l'émission, que le papier de Daniel dont je vous parlais tout à l'heure était titré sur les émeutes. Donc nous, on n'a pas tranché non plus. On n'a pas établi de règles absolues. Donc comme quoi, c'est intéressant parce que même chez nous, c'est compliqué de nommer tout ça. Pour l'émission, on a mis révolte urbaine en titre parce que moi j'étais assez convaincu finalement par ce que disait Elena Berkaoui. On peut ne pas être d'accord, hein, mais moi j'avoue que ça m'avait plutôt convaincu, son explication. Et du coup on a mis ça en titre. Big Meto, c'est une révolte, ce n'est pas une émeute, ce ne sont pas des animaux. C'est exactement ce que disait Elena Berkaoui. Du coup je me demandais par rapport à l'émission, vu qu'un autre sujet était prévu, c'est ok de décommander les précédents invités, le sujet est décalé à une autre semaine. Oui, alors là en l'occurrence avec le JDD c'était un peu compliqué à organiser, donc au final il n'y avait pas trop de soucis, et puis bon je pense qu'ils ont aussi bien compris que là en l'occurrence si on avait fait une émission JDD vendredi, malheureusement je pense qu'elle serait passée un peu inaperçue. Donc ça aurait été un peu dommage. Et le sujet est décalé, oui bien sûr, alors je sais pas exactement quand est-ce qu'on le fera, mais on essaiera de le faire, ouais. Après là il reste que 2 émissions pour cette saison, et après on passera aux émissions d'été, donc la série d'été elle est préenregistrée. Le direct avant tout, même chez Arrêt sur Image. Et oui, malheureusement oui, non, et puis en vrai là c'était un sujet 100% Arrêt sur Image, il y avait tellement de choses à dire pour nous et tellement de choses à analyser qu'on pouvait pas passer à côté, même si encore une fois on aurait très bien pu le faire cette semaine et on serait pas arrivé entre guillemets en retard, hein. Mais là, j'avoue que ça nous démangeait quand même. Piller des magasins, c'est pas un acte politique. Et du coup, je joins avec le message de Sarcastic qui nous dit « J'ai un peu de mal à voir le côté politique de l'incendie d'un dépôt de bus ou de la pharmacie d'un pauvre type. Je comprends bien les raisons de cette colère, mais une certaine partie des émeutiers veulent simplement détruire. » Alors, c'est un très vaste débat. Probablement qu'il y a juste des gens qui sont là pour
s'amuser et casser. Hein. Il y a aussi beaucoup d'analyses hein, qui démontrent que justement, on a vu énormément de vidéos, notamment de pillage de magasins de grande distribution, type Lidl, Aldi, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disaient, mais rendez-vous compte que on voit des gens piquer des paquets de lessive, quoi. Donc qu'est-ce que ça dit de leur niveau de vie si dans un pillage, tout ce que vous prenez, c'est un paquet de lessive, c'est qu'a priori, vos moyens pour vivre doivent être très très bas. Donc évidemment que tout n'est pas politique, mais je pense que le point de départ est politique, oui. Ça c'est bon, ces émeutes, elles ont pas ces émeutes, ouais, même moi j'ai dit émeutes. Ces événements, ils n'ont pas commencé ex nihilo, ils sont arrivés parce que un jeune de 17 ans a été tué par la police pendant un contrôle. Si les jeunes ne voulaient que piller des magasins, ils n'attendraient pas la mort d'un gamin pour le faire. Oui. C'est un peu ça, ouais. Mais bon, je vais pas ouvrir ce débat-là parce que honnêtement, il y a énormément de choses, il y a énormément de gens bien plus intéressants que moi pour en parler. Et si vous voulez, on en reparlera. Parce que je pense aussi que là, ça va retomber un petit peu, peut-être. On verra ce soir. Et du coup, maintenant, on va rentrer aussi dans le temps de l'analyse, peut-être. Mais non, mais si vous voulez, tiens, en fait, si j'avais prévu de vous montrer quelque chose, parce que je vais vous montrer maintenant, puisqu'on est dans le débat. Allons-y. Parce qu'il y a aussi ça qui est apparu comme discours depuis quelques jours, c'était en gros, oh là là, on en fait trop pour les banlieues, on leur file de l'argent en permanence, et ça ne sert à rien. Hop, attendez, parce qu'il y a une pub, donc je vais attendre que la pub se termine. Et du coup, sur BFM Business, Emmanuel Le Chypre, qui n'est pas connu pour être un gauchiste invétéré, journaliste de BFM Business, qui était venu sur le plateau d'Arrêt sur Image il y a quelques années. Il nous aime bien, il est marrant Emmanuel Le Chypre, il nous aime bien. Bon, pourtant, il sait que nous, on n'est pas fans, hein, mais c'est quelqu'un de très... Bon, il n'a pas peur de répondre, quoi. Il n'a pas peur des critiques. Et donc bref, il a fait une chronique il y a 3 jours sur la situation justement dans ces quartiers, et pour remettre un peu les pendules à l'heure sur les moyens alloués aux quartiers. Et je vous la mets parce que j'ai trouvé que c'était une excellente réponse. Si jamais, dans vos débats, vos discussions, etc., on vous sortait l'argument de « Oh bah ça va, les banlieues, on les arrose d'argent en permanence, donc il faudrait qu'ils arrêtent de se plaindre. » L'édito. Emmanuel Le Chypre, depuis 3 jours, les violences se multiplient dans les banlieues. Il y a eu un déclencheur, bien sûr, avec la mort du jeune Naël, mais il y a un fond de situation économique très dégradée. Oui, la réalité, c'est que la situation est bien plus difficile pour ces 7,5% de la population qui vivent dans les banlieues que pour le reste du pays. Le taux de chômage y est 2 fois plus élevé. La moitié des jeunes n'ont pas d'emploi. 4 habitants sur 10 n'ont aucun diplôme. C'est le double de la moyenne nationale. Et le taux de pauvreté est 3 fois plus élevé que dans l'ensemble du pays. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, la panne de l'ascenseur social qui frappe tout le pays. Un fils d'ouvrier ou d'employé sur 10 obtient un bac plus 5. C'est 5 fils de cadre sur 10. Il y a aussi tous les délires urbanistiques des années 60 et 70 qui ont grandement contribué à la ghettoisation. Et puis surtout, l'échec des politiques de la ville. Une quinzaine de plans banlieue depuis 1977. 100 milliards d'euros mis sur la table et pas de résultat parce qu'on a un enchevêtrement de zones prioritaires en termes d'éducation, de sécurité, d'emploi qui viennent s'ajouter au périmètre existant des régions, des départements, des agglomérations, des communes. Bref, on ne sait plus qui décide. Et en plus, à la différence des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, eh bien, on n'évalue jamais l'efficacité des politiques engagées. Ça veut dire qu'on dépense mal, tout simplement. Alors, ça veut dire qu'on dépense mal et ça veut dire aussi qu'on dépense trop peu. Parce que vous savez, on dit souvent, ouais, c'est le tonneau des Danaïdes, les banlieues, on a dépensé 100 milliards, c'est de l'argent gaspillé. Non, on dépense à la fois mal et à la fois trop peu, puisque quand vous regardez, par exemple, est-ce
que les habitants des quartiers pauvres reçoivent plus de transferts sociaux que les autres? Non. En France métropolitaine, on est à 6 800 € en moyenne par an. Là, c'est 6 100 € dans les banlieues. Est-ce que ces territoires plus pauvres reçoivent beaucoup plus de la solidarité nationale qu'ils ne contribuent? C'est pas vrai. Si vous prenez la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est le 3e département le plus pauvre de France et pourtant c'est le 8e contributeur en termes de cotisation sociale. Est-ce que les quartiers pauvres sont mieux traités par l'État que la France périphérique? Bah non, puisque si on regarde les chiffres en matière de santé, les quartiers prioritaires comptent moins de 250 professionnels offrant des soins de proximité. C'est 400 en moyenne en France. Et même quand l'État dépense plus, eh bien les chiffres sont trompeurs. C'est vrai, par exemple, sur le coût moyen d'un élève accueilli en éducation prioritaire, il est plus élevé, sauf que la qualité de l'enseignement qui est dispensé est moins bonne. Je vous donne juste un chiffre. On a la part des enseignants de moins de 30 ans, qui sont donc ceux qui sont les moins expérimentés. Eh bien, le nombre d'enseignants de moins de 30 ans est 3 fois plus important dans les quartiers les plus difficiles que, encore une fois, dans les quartiers les plus favorisés. Voilà. Alors, bon, évidemment, c'est hyper intéressant, hein, parce que... Estelos, salut, bienvenue. Eh ben, oui, non, mais j'étais comme vous. J'ai vu cette chronique et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, le fait est que les chiffres sont là, hein. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Salut Bubule. Salut Textoraxel. Textoraxel, je crois que tous les jours, je vais avoir une petite hésitation sur ton pseudo. Salut Skoko, bienvenue. Alors, je reprends le commentaire de Galudo qui disait « J'ai entendu le commentaire d'une petite vieille avec un discours assez unique. En gros, elle disait que tous ces événements relèvent d'une ambiance, une atmosphère, le post-loi-retraite, une colère générale qui n'est pas entendue et que Naël a été l'étincelle. J'ai été surpris que ce discours soit diffusé dans le vu du 1er juillet. » Bon, alors déjà, c'est vu, donc c'est un peu particulier quand même. Mais, et pourquoi tu dis que ton discours est un peu invalidé? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un peu de tout ça, à mon avis. Je pense en effet qu'il y a un climat, ouais. Il y a un climat de fatigue démocratique, il y a un climat aussi de fatigue, comment dire, de la mobilisation. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qui a été fait pendant la réforme des retraites et qui n'a pas marché, que ce soit les manifs, que ce soit les pétitions, que ce soit les procédures à l'Assemblée, au Sénat, au Conseil constitutionnel, il y a un moment où tout le monde se lasse, en fait. Et du coup, en effet, il suffit d'une étincelle pour que ça réveille beaucoup de choses, quoi. Salut Angel Angie, bienvenue. Donc, ma compagne est institutrice dans une REP+, et effectivement, l'équipe d'enseignants est très jeune. Oui, il y a aussi ça, ouais. Et alors, dans l'émission aussi, Elena Berkaoui rappelait que dans certains quartiers, je crois qu'elle parlait de la Seine-Saint-Denis, mais je ne vais pas dire de bêtises, mais dans certains quartiers, les élèves avaient 20% de moins d'heures de cours que dans le reste de la France. Ce qui est énorme, c'est 1/5 d'enseignement en moins. Parce que les profs ne sont pas remplacés, notamment. Donc... Oulikumi, ça a été documenté par la FCPE pour le 93. Voilà, c'était le 93. J'avais un doute sur le département. Globalement, il faut se rendre à l'évidence, ils ont réussi à déplacer le sujet sur la chienlit et les barbares qui vont déferler sur les pavillons, sauf sur BFM Business. Ça va être très compliqué de réimposer les vrais sujets de fond face au micro-trottoir. Mais en fait, je pense que le sujet n'a pas été déplacé, c'est qu'il n'a jamais existé autrement. C'est ça qui est terrifiant, je trouve. Salut Sylvain, bienvenue. Super papier sur un super site, ouais. C'est ça qui est je trouve qui est fou. C'est que à chaque fois, en fait, on a l'espoir de se dire, bon, bah ça y est, maintenant, on va... Rappelez-vous de la vidéo de la Bravem. C'était il y a quoi, 3 mois, à peine. On entendait des policiers insulter avec des insultes racistes, homophobes, sexistes des jeunes dans la rue qui venaient manifester. À l'époque, on s'est tous dit « Ah bah ça y est, on va avoir un débat ». Bah non, jamais. Rappelez-vous de l'affaire... Ah bah c'est incroyable, son nom m'échappe. Le producteur de musique qui a été agressé dans son
dans son studio. Bah, c'est dingue, j'ai un trou de mémoire. Terrible. Zecler, merci, Michel Zecler. Voilà. Rappelez-vous de Michel Zecler. La vidéo était, je veux dire, accablante. Tout le monde s'est dit, ah bah ça y est, on va enfin pas... Bah non. On n'a pas parlé de la police. Donc là, en effet, on se dit que peut-être la mort d'un adolescent va provoquer un débat. Et ben non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. HBK. Ah oui, tiens, le CRS qui disait avoir la trique quand il tabasse du gauchiste, on sait si c'était un fake. Alors non, on ne sait pas. Bon, cette séquence, elle est un peu bizarre. En fait, elle date d'il y a 3 mois, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient... vous vous rendez compte, 3 jours après la mort d'un gamin, ils osent dire ça. En fait, ça datait de pendant la manif des retraites. Ce qui est pas beaucoup mieux, hein, pendant la réforme des retraites. Ce qui est pas mieux, évidemment. Mais donc non, bah, difficile de savoir. Hein. Terrifiant ou logique, des médias appartenant à des grandes fortunes ne parlant jamais du fait que l'argent dépensé pour les plus précaires n'est pas suffisant. Oui, il y a aussi ça, oui. Le cours en maths, bonjour, sait-on quel est l'état de l'opinion publique? Alors déjà, bonjour. Quel est l'état de l'opinion publique par rapport à ces émeutes révoltes? Bah non, je pense pas, enfin il n'y a pas de sondage en tout cas. Et puis alors moi je vais pas me lancer dans la divination, donc non, je crois pas. Hein. Après, bon, on l'imagine. Hein. Non mais j'ai dit que j'avais pas imaginé, donc je ne l'imagine pas. Et alors, il y a eu un autre... Non, je sais bien que tu demandais pas de divination. Mais en tout cas, non, je crois pas qu'il y ait de sondage. Alors, oh là là, faut qu'on avance, on est très en retard. J'avais plein de choses. Bon, bah, il y a des trucs dont je vous parlerai demain. Je vais vous montrer un autre extrait de l'émission, parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc il y a eu un débat sur les chiffres, parce que on en a parlé la semaine dernière, mais donc Gérald Darmanin avait dit non, mais il n'y a pas plus de tirs mortels qu'avant la loi de 2017, qui assouplissait les conditions d'usage des armes des policiers et des gendarmes contre les véhicules. Et donc Basta, le site indépendant, est venu dire bah en fait nous on a compté, si, il y en a beaucoup plus. Et ces chiffres ont été repris notamment par Libé, par Mediapart, etc. Et France Info, vendredi matin, a fait une chronique assez surréaliste sur ces chiffres, justement. Et il parlait de Basta. Donc je vous fais écouter la chronique. Et parce que le rédacteur chef de Basta a répondu sur le plateau d'Arrêt sur Image ensuite. Je vous fais écouter ça, donc je me mute. Le vrai du faux, Mathilde Beauquerel, le nombre de tirs mortels par des policiers, c'est un élément central, beaucoup discuté depuis le début de cette crise. On s'intéresse à ça, le nombre de tirs mortels après un refus d'obtempérer. Notamment depuis la loi de sécurité publique de 2017 qui assouplit l'usage des armes à feu par les policiers. Selon le député européen Yannick Jadot, invité de France Info hier, avec cette loi, le nombre de ces tirs mortels a très fortement augmenté. Depuis cette loi, selon les chercheurs, 5 fois plus de tirs sur des personnes qui sont dans des véhicules. Est-ce que c'est vrai, Mathilde? C'est plus compliqué que ça. En fait, il n'existe pas de chiffre officiel. Il y a bien un rapport de l'IGPN publié en 2021. Il répertorie les tirs de policiers sur des véhicules en mouvement, c'est-à-dire après un refus d'obtempérer, mais il ne détaille pas les tirs mortels et non mortels. Nous avons donc contacté le ministère de l'Intérieur qui nous a répondu que ces données sont, je cite, en train d'être compilées. Alors d'où vient ce chiffre avancé par Yannick Jadot et qui a beaucoup circulé ces derniers jours? Il vient d'une étude publiée l'année dernière dans la revue de sciences humaines L'Esprit. Elle a été réalisée par 3 chercheurs issus du CNRS, de l'Université de Lille et de l'Université de Grenoble. Et elle révèle qu'avant la loi de 2017, le nombre de décès causés par des tirs de policiers sur des véhicules en mouvement est de 0,0
0,06 par mois en moyenne et qu'il passe à 0,32 après la réforme, un peu plus de 5 fois plus. Donc, cependant, cette étude, elle est à prendre avec précaution, car les chercheurs se sont appuyés, entre autres, sur une base de données réalisée par le média en ligne Basta, qui a compilé le nombre de morts à la suite d'une action des forces de l'ordre sur une période qui va de 1977 à 2022. Or, Basta n'est pas une source officielle, c'est un média clairement marqué à gauche et qui n'est donc pas neutre. Est-ce qu'on peut prouver ou pas l'effet de la loi 2017 sur les tirs de policiers ? On peut prouver un élément, puisque le dernier rapport de l'IGPN montre bien un pic du nombre de tirs, mortels ou non mortels, sur des véhicules en mouvement pour l'année 2017. Il y en a eu 202 contre 137 l'année précédente. Ce nombre décroît ensuite lentement au fil des années pour revenir au niveau d'avant-loi avec 138 tirs comptabilisés en 2022. Merci Mathilde Bouquerel pour le vrai du faux. Voilà, et donc ça c'était le vrai du faux, qui est donc une chronique de fact-checking. Ce qui est... Je te cite pour te discréditer dans la foulée. Et oui, à la fin, ils n'ont toujours pas dit le vrai du faux, c'est vrai. À la fin, on sait toujours pas qui a raison et qui a tort. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est évidemment un débat entre médias, disons, traditionnels et médias indépendants. C'est un débat qui dure depuis des années. Et bonjour, Joseph Maritime. Bienvenue dans le chat. Et donc, comme on avait Yvan Duroy en plateau, donc, qui est cofondateur et rédacteur en chef de Basta, on lui a posé la question, et donc je vous mets sa réponse. Alors, attendez, je retrouve juste le timecode que j'ai noté quelque part. Voilà, on va retourner sur l'émission. Qualifié de tous les trois sur, disons, traditionnel. Hop. Et donc je vous laisse écouter sa réponse. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on avait donc Elena Berkaoui du Bondi Blog et Yumi Kezouf de Mediapart, qui sont évidemment deux médias qui ont souvent été traités de médias militants. Salut bébé, ouais, j'allais t'appeler bébé Fiche, ça te va? Bienvenue dans ce chat. Donc je vous mets cet extrait. Hop. Et les médias militants. Chez Basta, peut-être d'abord. Ouais, c'est un peu surprenant d'être disqualifié de cette manière-là. Enfin, après, on parle de faits. Après, on peut critiquer la méthodologie, certaines catégories. Mais voilà, enfin, la personne qui dit ça peut très bien aller vérifier chaque histoire, chaque fait en 2022, 2021, 2020, savoir s'il s'agit d'un refus d'obtempérer avec une ouverture du feu ou non sur la personne, et combien il y en a sur l'année. Donc notre travail, on le fait rigoureusement. Après, ça n'empêche pas d'en débattre et d'avoir des critiques, tout ça. Mais là, c'est pas une critique de la méthodologie. C'est juste une espèce d'étiquette lancée comme ça, comme si ça disqualifiait, et comme si on parle de 50 morts, en fait non, c'est 25, mais enfin, on n'invente pas des morts. Donc voilà, j'avoue, je ne comprends pas trop qu'il y ait des avis différents, des opinions différentes sur le débat que peut-être un jour on aura sur la police, une force de sécurité publique, très bien. Là, on parle de faits, donc c'est comme si on contestait ce qui venait de se passer à Nanterre il y a quelques jours. Donc voilà, ça me surprend. Elena Berkaoui, bon, vous connaissez bien aussi au Bondi Blog. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a l'impression que, en fait, dès qu'un sujet touche notamment à la police et au quartier populaire, si on s'intéresse... Après, c'est qui a le luxe d'être neutre, en fait. Et visiblement, je pense que nous, on n'a pas ce luxe aux yeux des plus gros médias parfois. Mais après, j'invite les gens à aller vérifier les informations qu'on sorte. Je suis rédactrice en chef, donc je peux vous dire que je fais très attention. Elles sont à chaque fois vérifiées. On fait attention à l'usage des mots qu'on emploie. Quand on met quelqu'un en cause dans un papier, il y a un contradictoire derrière. Et je peux vous assurer qu'on est beaucoup plus rigoureux qu'énormément de médias, en fait.
parce qu'on n'a pas de service juridique, du coup, on est vraiment, vraiment, vraiment rigoureux. Donc, je pense que ça s'inscrit un peu aussi dans le contexte dont on parlait, que les préjugés sont tellement lourds, la silencialisation, je peux y arriver. Silenciation, merci beaucoup. En fait, que ça fait un peu partie de ça, mais c'est pas nouveau. Là, c'est même pas une question de neutralité, parce que là, la question, c'est est-ce que ce que raconte Jadot sur ces chiffres est vrai, et puis est-ce que Darmanin raconte des bêtises? C'est une manière de disqualifier en fait ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on dit. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est très particulier parce que ça concerne vos chiffres. Mais... Et on peut dire, après, on peut dire. On peut estimer que la police, si elle tue 50 personnes par an, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est une autre question. Mais elle a tué 50 personnes en 2021. Donc plus qu'en 2017, 2018, 2019, etc. Donc c'est juste un fait. C'est même pas après, à chacun de débattre et d'interpréter à sa manière ces chiffres. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'étonne. Dominique Ezouf, vous êtes neutre ? Non, et c'est pas grave. Mais on va pas. Voilà, ce débat sur la neutralité journalistique, sur la sacro-sainte objectivité, etc. On va pas le refaire ici, mais Elena a bien raison, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le luxe d'être neutre. Mais par ailleurs, moi, cette nuit, avec Younes, on n'a pas eu l'impression de faire du journalisme militant, si tant est que ça existe et que ce soit. En fait, on a eu l'impression de faire du journalisme. Aller sur le terrain, donner la parole aux gens qui racontaient ce qui se passe et donner la parole aux gens qui sont les premiers concernés par tout ce qui se passe. Ça ne me semble pas mériter des anathèmes, journalistes militants, ou ça, c'est du journalisme. Et on travaille sur des faits, sur des réalités, on donne la parole aux gens et on va voir ce qui se passe en fait. C'est la base du métier finalement. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant en plus dans l'extrait de France Info, dans la chronique de France Info que je vous ai passé tout à l'heure, c'est l'enchaînement, parce qu'elle dit, oui, mais attention, Basta, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est un média militant, alors que le rapport de l'IGPN, lui, dit que, etc. Et je trouve ça fou qu'on en soit encore à considérer que une institution, quelle qu'elle soit, en l'occurrence c'est l'IGPN, mais je veux dire, quelle qu'elle soit une source forcément fiable, forcément infaillible. Et surtout que ce soit une source neutre. L'IGPN, source neutre, c'est quand même un truc hyper drôle, quoi. Donc on n'a toujours pas compris ça. On n'a toujours pas compris que les institutions n'étaient pas des sources comme les autres, que les institutions avaient eux aussi des biais et puis des agendas politiques. Donc, bon. C'est assez affolant, quoi. Et puis, par ailleurs, en plus, en l'occurrence, oui, les chiffres de Basta ont été repris et vérifiés par des chercheurs. Donc, c'est pas non plus... parce que Basta ait pu faire des erreurs, c'est possible, ça arrive. Mais, en l'occurrence... Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Et alors, on m'a beaucoup parlé de la cagnotte. Je sais pas trop quoi vous dire sur cette cagnotte, franchement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah oui, il y a des gens qui sont prêts à donner 1 million d'euros pour aider le policier qui a tiré sur Naël. C'est comme ça. Honnêtement, pour le coup, je suis un peu démuni. Cette cagnotte, je sais pas trop quoi vous en dire. À part qu'il va y avoir un débat, évidemment. Alors, je crois parce que la cagnotte a été montée sur un site qui s'appelle GoFundMe, qui est un site comme Litchi, comme tout ça. Donc, il y a un débat sur les règles d'utilisation, sachant que il y a quand même un précédent. Alors, je vous montre juste... parce que les règles d'utilisation de GoFundMe ont été évidemment scrutées, etc. Et donc l'une des règles, c'est tout contenu qui reflète, incite ou promeut un comportement jugé à notre entière discrétion comme étant un abus de pouvoir ou une incitation au terrorisme, à la haine, à la violence, au harcèlement, à l'intimidation, à la discrimination, au financement du terrorisme ou à l'intolérance de quelque nature que ce soit, ou qui reflète un abus de pouvoir lié à la race, origine ethnique, nationale, affiliation religieuse, orientation sexuelle, au sexe, au genre, à l'identité de genre, à l'expression de genre, au handicap ou aux maladies, est proscrit sur la plateforme. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est que tout ça est jugé à notre entière discrétion. Sous-entendu,
GoFundMe fait absolument ce qu'elle veut. Donc si elle a envie de supprimer cette cagnotte, elle peut le faire. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Que je sache, elle est toujours en ligne. Mais je ne sais pas, ce qu'ils vont faire, honnêtement. Franchement. Mais donc, il y a un précédent, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de Christophe Détinger, qui était le fameux gilet jaune boxeur. Et sa cagnotte, elle, avait été annulée en justice. Donc, enfin, elle n'avait pas été annulée en justice. Litchi l'avait fermée, et en justice, Litchi avait gagné. Parce que la justice avait jugé que la cagnotte était un... je vais vous le lire. Tout simplement, dans un communiqué, le tribunal explique que la cagnotte a eu initialement pour but de soutenir un combat consistant en l'usage de la violence physique contre les forces de l'ordre, et que par son projet large, elle avait également pour but de compenser les condamnations susceptibles d'intervenir à l'avenir. Donc la justice a considéré qu'il y avait aussi incitation. Mais donc là, on verra. On va voir ce qui se passe. Les journalistes ont été sensibilisés pour ne pas monter la population contre les policiers. Le fait est que le policier moyen a peur chez lui. J'ai pas compris la question, Little Poisson. Si tu veux la repréciser un peu. Donc voilà, sur cette cagnotte, non, franchement, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Ouais, c'est triste. Alors, je voulais vous parler d'Al-Hussein Camara, mais on en parlera demain, du coup. Parce que là, on va être un peu short, et c'est un sujet qui mérite d'être un peu long. Donc, si vous voulez bien, on en reparlera demain. Mais c'est une affaire qui est intéressante, parce qu'elle s'est déroulée un mois, même pas 2 semaines avant la mort de Naël. Il y a beaucoup de similitudes, et pourtant, personne n'en a parlé. Quasiment. Notamment parce qu'il n'y avait pas de vidéo. Mais stop, hop, on en parlera demain. Et alors, ce qui est intéressant, alors bon, c'est une histoire ancienne, mais à propos des cagnottes, justement, de ce genre, moi j'avais fait un papier. Ah, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Et à l'époque, c'était sur la plateforme Ulule. C'était un papier sur Greg Tabibian, qui est un youtubeur, alors qui à l'époque m'avait juré pendant des heures par téléphone qu'il n'était pas d'extrême droite. Bon, au final, maintenant, il crapote un peu partout à l'extrême droite. Et ce qui est intéressant, c'est que lui avait fait des... Alors, je suis même pas sûr que je puisse vous montrer les images sur Twitch. J'ai un petit doute. Mais bon, il avait fait un... Je vous mets le lien, comme ça, si vous voulez aller voir en même temps, vous pouvez. Il avait fait un jeu de société où il y avait des images... je vous les montre rapidement, mais on voyait des images... franchement, l'imagerie antisémite était assez évidente. Et il y avait Alain Soral, il y avait tout le monde. Papacito. Et ça avait été financé sur Ulule. Et à l'époque, donc j'avais appelé Ulule pour leur demander mais comment ça se fait que ça soit autorisé sur la plateforme. Et le patron d'Ulule avait tout à fait plaidé l'humour en disant que c'était hyper drôle et que du coup il n'y avait aucun souci avec leurs règles. Donc bon, comme quoi c'est toujours... En fait, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je croise des policiers de base, ils se sentent menacés. Je pense que les réseaux sociaux de la police sont très actifs. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais par ailleurs, enfin, je veux dire, c'est assez compréhensible hein, que des policiers aussi aient peur. Je pense que personne ne le nie. Hein. Mais... Il se disait même de gauche. Ouais, il se disait même de gauche. Il avait essayé de m'en convaincre. Bon. Il avait pas réussi, mais...
Cladmy, tu lui aurais dit on va faire un article dessus avec comme titre le patron du LUL trouve des blagues antisémites drôles, il aurait changé. Eh ben figure-toi que non, puisqu'il m'a même appelé après la publication de l'article pour me dire que mon article était scandaleux et que c'était vraiment... je ne sais plus exactement comment il a dit ça, mais c'était vraiment la bien-pensance, tout ça. Qu'il n'était pas juge de paix, qu'il jugeait pas l'humour, que si on pouvait plus rien dire, blablabla, blablabla, ce genre de choses. Voilà, alors je voulais vous montrer, je sais plus ce que j'avais prévu d'autre, mais je crois qu'on va en parler demain, parce que là, on va s'arrêter là. Ah si, je voulais vous dire autre chose, un truc, c'est une petite info comme ça, mais sachez que le JDD poursuit sa grève, puisque du coup on devait parler du JDD dans l'émission et qu'on n'en a pas parlé. Donc le JDD poursuit sa grève, ce qui est historique au JDD. D'abord, une grève au JDD, c'est historique, mais une grève qui dure aussi longtemps, c'est historique encore plus. Donc ils en sont à, ça va être la 3e semaine, ils entament la 3e semaine de grève, 2e ou 3e, sachant qu'en plus on a appris via Marianne la semaine dernière que Charlotte Dornelas arrivait aussi à Marianne, au service police-justice, donc voilà, c'est la fin du JDD tel qu'on le connaît est quasiment actée, et enfin, on n'espère pas pour la rédaction du JDD, mais malheureusement, on voit pas comment ça pourrait se passer autrement. Sur cette bonne nouvelle, je vous laisse. Demain, donc, on parlera d'Alhoussen Camara et on parlera aussi des milices d'extrême droite qui ont essaimé un peu partout depuis quelques jours et qui s'occupent de faire de l'autodéfense, avec des guillemets. Merci à vous d'être passés. Je vous embrasse, on se voit demain 7h15 au même endroit.